Bonjour, donc je vais vous parler des potentiels de volatilisation d'ammoniac, d'une émission gazeuse à un autre type d'émission gazeuse, considérée au champ pour divers substrats. Donc là, je vais présenter des mesures en conditions contrôlées. Donc aussi, on a isolé, on a décorrélé les facteurs. Ce travail a été préparé avec Baptiste Hainaut et Céline Descuques de l'UMR Ecosys d'INRAE. C'est la même UMR que celle où ont eu lieu les mesures de N2O en conditions contrôlées aussi. Du coup, la volatilisation d'ammoniac, elle est étudiée pour deux enjeux. Le premier enjeu, c'est que c'est l'agriculture qui contribue à 94% aux émissions d'ammoniac du fait de la gestion des déjections animales et aussi de la fertilisation minérale. Et en fait, au total, à peu près la moitié des émissions d'ammoniac sont liées aux épandages d'engrais au champ. Et ça constitue une perte d'azote non négligeable pour l'agriculteur et donc aussi une perte économique. Mais par ailleurs, l'ammoniac contribue à la dégradation de la qualité de l'air. C'est un polluant parce qu'il se redépose après émission, soit à proximité, alors c'est un gaz très toxique, ou alors il peut être porté à assez longue distance, et les surplus d'azote apportés après dépôt sur les agroécosystèmes qui sont relativement fragiles conduisent à des pertes de biodiversité, l'acidification, l'eutrophisation, la réémission de gaz à effet de serre, etc. Ou alors il peut s'associer avec les oxydes d'azote issus du trafic routier principalement, ou des oxydes de soufre, eux, issus plutôt des activités industrielles, pour former des particules, je vais peut-être enlever mon masque, très fines, des aérosols de taille inférieure à 2,5 micromètres, qui vont très profondément dans les bronches et sont à l'origine de maladies respiratoires, de cancers, et donc avec des impacts sur la santé humaine. Mais les études sur la volatilisation d'ammoniac sont rendues relativement difficiles en raison de la variabilité très forte des émissions au champ, puisque ces émissions sont liées aux propriétés des engrais, aux techniques agricoles utilisées pour les apporter, au type de sol et à l'état de surface du sol, aux conditions météorologiques et aussi la présence ou non d'un couvert végétal. Alors en général, on distingue souvent une sorte de potentiel de volatilisation qui est lié aux propriétés de l'engrais mélangé aux propriétés du sol, et c'est ça qui va nous intéresser pour la suite de cette présentation. Et donc, en raison de cette grande variabilité, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un outil de référence pour bien caractériser les différents potentiels d'émissions donc dans des conditions contrôlées, pour pouvoir comparer différents traitements entre eux, analyser l'effet d'un facteur, l'isoler en particulier, et aussi être à même de produire des références en termes de facteurs d'émission pour alimenter les inventaires, ou aussi en termes de typologie des différents engrais en fonction par rapport à la volatilité, et ce qui nous permettrait aussi d'évaluer plus objectivement les leviers de réduction inhérents aux engrais, puisqu'il y a pas mal d'efforts de formulation pour réduire les émissions d'ammoniac. Donc tout ça, ça va permettre d'améliorer des outils opérationnels d'aide à la décision, tant en fertilisation, ce qui nous occupe ici, mais aussi en qualité de l'air, ce qui est un enjeu quand même important, avec aussi tout le challenge d'extrapoler ces résultats aux conditions de la parcelle agricole. Et comme le constat a été fait à l'échelle internationale qu'il n'existait pas d'outils de référence permettant tout ça, l'UMR Ecosys a essayé de produire un dispositif de mesure de la volatilisation d'ammoniac en conditions contrôlées de laboratoire. Et pour cela, nous avons utilisé des enceintes dynamiques, c'est-à-dire qu'on va disposer dans un volume restreint un substrat, un sol, souvent sur lequel on va apporter un engrais, et on va balayer cette surface avec de l'air dans un volume d'air aussi contraint. Et donc là, on va utiliser un système de bilan de masse en faisant la différence entrée-sortie pour évaluer les pertes par volatilisation d'ammoniac. Donc ça, ce sont des dispositifs qui sont très, très classiquement utilisés par plein de collègues dans tout le monde, mais une étude bibliographique a montré qu'on se retrouvait avec des différences très fortes dans les différentes conditions de conduite des expérimentations entre laboratoires ou même au sein d'un même laboratoire, tout ce qui est température, humidité, aussi bien pour le sol que pour l'air, et aussi des différences de conditions de transfert de masse d'air dans l'espace de tête. Alors, l'espace de tête, c'est la petite partie bleue qui est sur le schéma représenté ici. Et donc, on rencontre de grandes difficultés à comparer les résultats entre eux, alors que c'est un peu l'objectif de ce type de dispositif,
et aussi à interpréter les différentes mesures de flux en conditions de laboratoire. Alors face à ce constat, nous, on a essayé d'optimiser le dispositif, de le réguler et de l'automatiser. Pour ce qui est de l'optimisation, ça a concerné la configuration de l'espace de tête des enceintes ventilées, dont je parlais tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour dire que on l'a fait en utilisant deux types de procédures en même temps. On a utilisé de la simulation numérique avec le modèle ComSoil de transfert dans ces systèmes et d'expérimentations spécifiques qui ont été faites sur d'autres grandeurs, l'humidité, la chaleur, mais les résultats sont complètement extrapolables à l'ammoniac. Les objectifs que l'on recherchait pour ces enceintes dynamiques, c'était de pouvoir accueillir des cylindres de sol intacts pour être au plus près des conditions de la pratique agricole, ou alors reconstituer quand on veut maîtriser l'homogénéité des sols. Le deuxième objectif était assurer l'homogénéité des émissions d'ammoniac sur l'ensemble de la surface émettrice, éviter les systèmes de hotspot quand on a des tubes qui arrivent à proximité d'une surface qu'on avait observé dans certains cas qu'on avait déjà mis en place. Et aussi avoir un volume d'air dans lequel se font les échanges toujours identiques et que ce ne soit pas lié à un substrat type lisier, on n'en a pas beaucoup. Si on a un fumier, on prend beaucoup d'espace et ça modifie les conditions d'émission. Et le dernier objectif était d'optimiser tous les processus d'échange pour avoir des limites de détection et de quantification les plus faibles possibles. Donc ça a donné ce type de résultat, enfin de dispositif où on voit il y a un cylindre qui est rattaché à l'espace de tête qui est en vert au-dessus. Je ne rentre pas dans les détails de ce dispositif. Donc bien sûr, on en utilise plusieurs et maintenant, l'objectif est de réguler et automatiser l'ensemble de ces mesures. Bon, la régulation a concerné la température, donc on a mis toutes ces cellules dans un incubateur thermostaté. Ça a concerné aussi l'air de balayage, dont il faut contrôler et réguler le débit, ce qu'on fait grâce à des régulateurs de débit. On a un air qui entre pur, on utilise des filtres, donc sans ammoniac. Et on maintient une humidité très élevée pour éviter le dessèchement de la surface et l'arrêt de la fertilisation. Et après, en sortie, on mesure la teneur en azote, enfin la quantité d'ammoniac émise par un barbotage dans des flacons, barbotage acide dans des flacons, ce qui fait qu'on mesure par séquence. On change les barboteurs régulièrement à des cadences assez rapides au début pour suivre la dynamique de la volatilisation d'ammoniac et de plus en plus longue au fur et à mesure de la période de volatilisation sur plusieurs jours à plusieurs semaines. Donc, pour ce qui est des conditions opératoires, on peut utiliser soit une plaque de PVC sur laquelle on apporte directement le substrat, donc avec des hauteurs différentes en fonction des différents produits qu'on peut apporter. Les sols en place, qui est un des objectifs forts, qu'on prélève aux champs sur lesquels on apporte les substrats, ou alors des sols reconstitués qu'on apporte à la densité voulue et qu'on peut irriguer à la teneur en eau qu'on veut. Nous, on utilise plutôt la capacité au champ en général. Pour ce qui est des engrais, donc d'abord pour les engrais minéraux, on apporte en fait très faible quantité parce que je ne vous ai pas dit, la surface de ces cellules est de 177 cm², ce sont des cylindres de 15 cm de diamètre, et donc on apporte de l'ordre de 1 millilitre à peu près de solution, donc on l'apporte à la micropipette en respectant une symétrie axiale, ou alors les granules on les apporte à la main directement. Pour ce qui est des engrais organiques, donc là l'intérêt c'est comme pour les engrais minéraux, on les apporte à la même dose qu'au champ, mais surtout on les apporte en frais, au-dessus de la surface de sol en général, et aussi quand on est obligé de décaler dans le temps les mesures, on sait que les produits liquides on peut les mettre au congélateur en attendant qu'il y ait de la place dans le dispositif, alors que pour tout ce qui est pro-solide, on va les maintenir au frais, la décongélation modifiant beaucoup leurs propriétés au regard de la volatilisation. Donc ça, j'ai déjà expliqué. Donc, en fait, ça fait maintenant 10-15 ans que ce dispositif est opérable en routine, qu'on l'utilise régulièrement, et donc on l'a utilisé dans le cadre de pas mal de projets partenariaux dans lesquels on a suivi la volatilisation d'un grand nombre de produits différents, et je vais vous montrer quelques-uns des résultats que nous avons obtenus. Tout d'abord pour ce qui est des engrais minéraux et pour ce qui concerne les potentiels de volatilisation. Donc ici, on a comparé les engrais commerciaux les plus classiques, alors non pas à 15 degrés, mais à 18 degrés dans ce cas particulier.
On avait apporté les engrais à un taux de 100 kg d'azote par hectare. Et ce qu'on peut voir ici, c'est la volatilisation, le cumul de volatilisation dans le temps pour chacun des engrais. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est que la volatilisation, elle est très forte dans les conditions qu'on a restituées ici, et qu'on voyait très bien, on pouvait discriminer de manière assez belle, les classer, les engrais entre eux, avec l'ammonitrate qui a une volatilisation de type logarithmique et très faible, l'urée, une volatilisation qui a un démarrage plutôt logistique et sigmoïdal, et après avec une volatilisation assez forte, et on trouve la solution qui est constituée pour moitié d'urée et pour moitié d'ammonitrate avec une position intermédiaire. Il vous reste 5 minutes. Très bien, merci. Pour ce qui est, quand on cherche à isoler un effet un petit peu plus spécifique, donc là on a regardé sur les granules d'ammonitrate, on sait que les granules doivent être dissous avant de pouvoir donner lieu à la volatilisation. Et donc on a ici mis sur quelques heures, cette fois-ci on a regardé la volatilisation de granules apportés intacts en présence de sol, donc relativement classique. Les mêmes granules déjà dissous apportés sur le sol, donc on voit là que la volatilisation est un petit peu plus élevée. La dissolution rend l'azote ammoniacal plus facilement disponible et la volatilisation est plus forte. Mais si on apportait ces granules déjà dissous sur une plaque sans sol, on voit qu'on a une volatilisation très très forte. Donc là, on a des éléments pour analyser les interactions entre l'azote émis par les granules et la volatilisation et voir toutes la compétition avec les autres processus d'infiltration, d'absorption, d'organisation, etc. Pour ce qui est des produits résiduaires organiques, donc là aussi une illustration des potentiels de volatilisation. Donc on retrouve les fumiers digestes à voie sèche qui ont des volatilisations relativement faibles et de type logarithmique. Et on voit qu'on a une grande diversité d'émissions de dynamiques de volatilisation selon les types de produits résiduaires que l'on peut avoir. Dans certains cas, on a des dynamiques quasiment linéaires quand on a de la minéralisation de l'azote organique qui a lieu au fur et à mesure que la volatilisation de l'azote ammoniacal se poursuit. Et dans ce cas-là aussi, on a cherché à isoler des facteurs. Là, je vais vous présenter l'ensemble des résultats d'un seul coup. Si vous regardez le graphique du bas, qui représente... Alors, cette fois-ci, on a une vision beaucoup plus globale des résultats. On ne regarde pas un engrais tout seul, mais globalement, sur notre base de données, qu'on commence à constituer des engrais, on voit que là, si on cherche à représenter la volatilisation d'ammoniac, les pertes totales en fonction de l'azote ammoniacal apporté, représentées en fonction de la teneur en matière sèche, on a une représentation qui ne nous donne pas de grande tendance, alors que si on regarde la volatilisation en haut à droite, exprimée en pourcentage de l'azote total apporté sur des cellules sur lesquelles on n'a pas de sol, mais uniquement des plaques, on voit qu'on a une forme, alors en fonction de la teneur en matière sèche, toujours, on voit qu'on a une forme qui est assez... caractéristique et qui en fait rend compte de la relation qu'il y a entre le ratio NH4 sur N, sur azote total, en fonction de la teneur en matière sèche. Donc là, on voit comment on peut isoler certains effets de facteurs et comment le sol aussi intervient là-dessus. On a fait un peu le même travail, la même analyse sur l'effet du pH sur la volatilisation d'ammoniac. Donc on sait que plus le pH est élevé, plus la volatilisation est élevée, avec des facteurs très très forts. En revanche, sur notre jeu total de données, on n'arrive pas à retrouver cette relation de manière très surprenante. On retrouve une relation inversement proportionnelle entre la volatilisation d'ammoniac et le pH des pros sur des expérimentations faites sur plaque, donc sans infiltration dans le sol. Et là, on l'explique à nouveau par le ratio azote ammoniacal sur azote total des produits qui ont servi à cette analyse. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir continuer à regarder. Mais les résultats que l'on produit, comme tout à l'heure pour le N2O, peuvent nous aider à actualiser les facteurs d'émission qui sont utilisés alors par l'IPCC aussi, mais plutôt par l'EMEP, pour tout ce qui est qualité de l'air, pour les différents produits qu'on a analysés et on va pouvoir augmenter cette base de données régulièrement. Donc en conclusion, ici, on a produit un outil qui peut servir de référence pour mesurer et étudier la volatilisation d'ammoniac après fertilisation au champ. Il est opérable en routine et il est assez unique dans ses capacités de maîtrise des conditions ambiantes et des conditions météorologiques à la fois, et aussi de représentativité des conditions de la pratique agricole.
Donc là, je vous ai juste remontré les tout premiers, enfin c'est un dispositif qu'on a mis longtemps à mettre en place. Les premiers essais datent du début des années 2000. Et là maintenant, on est capable de le proposer en prestation de service via la structure INRAE Transfert Envisage, qui a un poster dans ce congrès aussi. Donc on est passé par plusieurs prototypes avant d'arriver à celui-là. Et là, on est déjà sur un autre, enfin on est en train de refondre et redimensionner ce dispositif pour améliorer encore sa précision, augmenter son débit analytique et aussi, surtout, l'étendre à d'autres composés gazeux, et en particulier le protoxyde d'azote, mais aussi les autres oxydes d'azote, les composés organiques volatiles. Je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre attention.